Allez, salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans N1, le podcast NBA et WNBA. On se retrouve pour une nouvelle semaine de podcast et on va parler NBA, on va parler des playoffs NBA, on va aussi parler des trophées NBA de la saison régulière. Un programme chargé pour ce podcast de début de semaine pour vous accompagner aujourd'hui, Yannick et Ricardo. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Yaya, salut Chris. Comment allez-vous? Eh ben très bien, j'allais te reposer la même question. Vous avez passé un bon week-end de playoffs? Ouais, un bon week-end chargé, beaucoup de matchs, pas que des bons. Donc, la purge. Ouais, on a eu quelques purges, mais bon, on a eu aussi des matchs sympas, donc ça équilibre. C'est vrai que alors, les purges du dimanche 19h, on en a en saison régulière parfois. Bah alors là, celui de playoff... Celui-là, on l'avait pas vu, celui-là. Oh, c'est la violence du match d'hier soir. Promis, on vous en parlera pas de cette série-là. On aurait pu, mais on va pas vous en parler. On va essayer de garder un petit peu d'auditeurs dans cet épisode. Alors, du coup, épisode en 2 parties. On fera dans la deuxième partie, on va remettre certains awards de l'année. Je sais que la saison régulière est passée, mais elle nous a pris quand même 6 à 8 mois de notre année, donc on va pas l'oublier complètement. Et on va décerner nos trophées, en tout cas les principaux. Alors, l'idée, c'est ici de proposer peut-être des noms qui sortent un petit peu du bois. Alors, tout de suite, un spoiler, on parlera pas de Victor Wembanyama comme Deepoy, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt, surtout qu'il a été élu à l'unanimité notre français, donc on prendra d'autres trophées. On en parlera dans la deuxième partie d'émission, mais pour commencer, et on va attaquer par là, on va quand même revenir sur nos playoffs. On est bien avancé dans les séries. On est à 3-4 matchs selon les séries 4 matchs de déjà joués. Il y aura peut-être des séries qui seront terminées quand vous nous écouterez dès demain matin, en ce mardi 28 avril. Mais en tout cas, pour nous, aucune série n'est complètement terminée. Et on va se faire un petit ping-pong rapide, tous les 3, coup de cœur, coup de gueule, autour de certaines séries sur lesquelles on veut prendre le temps d'aborder différents points. Est-ce que vous êtes OK, messieurs? Ah bah oui. Tout à fait. Eh ben, ça me va. On est prêt, on est chaud. Parce que on n'avait pas de plan B. Et on va commencer avec toi, Yannick, si tu veux bien. Ouais. Ton coup de cœur, ton coup de gueule de ces playoffs sur ce premier tour, bah, on te laisse la main, on te laisse un petit peu la piste et après on rebondira évidemment avec Ricardo autour de tout ça. Mon grand coup de cœur, c'est mon équipe ma deuxième équipe de cœur. Je vous en parle depuis des années. C'est les Wolves, les Minnesota Timberwolves, qui font un des débuts de playoffs, mais magnifiques. Ils arrivent à imposer ce qu'ils veulent du côté contre Denver. Ils arrivent à gérer le rythme, l'agressivité, et ils ont fait de cette série une série défensive. Et à l'image d'un joueur dont j'ai souvent tensé sa production en playoff, c'est Rudy Gobert qui, alors je vais pas dire qu'il éteint Jokic, mais en tout cas il coupe vraiment ce que fait Jokic. Et puis à côté, il y a tout un effectif qui est fabuleux. Bon alors attention, hein, sur le match 4, ils ont perdu 2 joueurs, ce qui peut-être va faire perdre la série, ou au moins va les empêcher d'aller au bout. Mais Anthony Edwards qui a une hyperextension du genou, donc là on peut dire que la série c'est fini, voire les playoffs. Et Dante DiVincenzo qui a le tendon d'Achille dans la boîte à gants. Là vraiment, je trouve que c'est une masterclass ce qu'ils font. Ils savent exactement quoi faire, quand faire, et c'est top. Et après, moi, j'aurais juste un petit truc à rajouter là-dessus, mais je vous laisse parler quand même. Oui, bah tu l'as dit sur Minnesota, effectivement, allons-y, mettons en avant tout ce que fait Rudy Gobert sur cette série. Il a été beaucoup décrié, dans ses match-up avec Jokic sur les saisons précédentes. Là, il fait une masterclass en défense. Non seulement il le prend en bung à bung et il défend en direct sur lui, mais surtout il l'éteint physiquement. Parce que quand on voit les stats de Jokic sur les derniers quarts-temps, c'est catastrophique. Je veux dire, sur le dernier match, il doit être à 1/8 dans le dernier quart. Tu vois que physiquement, il n'arrive pas à tenir le rythme de ce que Gobert lui impose. En plus, je trouve que en attaque, ils arrivent sur certaines séquences à le trouver. Elle trouvait notamment en l'air un peu plus régulièrement que ce qu'il faisait avant. Donc il oblige aussi Jokic à une certaine vigilance défensive, donc il fait travailler des 2 côtés du terrain. Et tu vois que là physiquement, Gobert il a pris le pas sur Jokic. En plus,
Donc globalement, le secteur intérieur, Naz Reid fait aussi une bonne série. Il apporte, on sent qu'il a envie de prendre des responsabilités, qu'il a compris que ils avaient besoin de lui. Je trouve que Randall fait aussi une série plus qu'intéressante. Donc je trouve que la différence, elle se fait vraiment là. Et puis dans leur capacité à couper le jeu entre Murray et Jokic et sur la lecture qui font du jeu de Denver, la défense de Minnesota, c'est vraiment une masterclass. Moi, je vais vous poser une question, messieurs, alors peut-être un petit peu provocatrice, mais tu en as parlé, Yannick, avec du coup l'absence d'Anthony Edwards pour plusieurs semaines, dont Eddie Vincenzo, donc c'est terminé pour lui avec cette rupture du tendon d'Achille. La série, au moment où on tourne, est à 3-1 en faveur des Wolves, donc il y a des Oui. balles de match pour Minnesota. Mais du coup, ma question, un petit peu provoque, je sais, mais je vais quand même vous la poser. Pour l'intérêt de la suite des playoffs NBA, Ah. sachant qu'on aura Edwards qui ne devrait pas revenir, en tout Eddie Vincenzo, avec tout le respect qu'on a, c'est pas un joueur majeur. Ok, c'est un joueur important, mais c'est pas une superstar. Ok, donc avec l'absence d'Anthony Edwards, est-ce que pour l'intérêt de la NBA, on poursuit avec Minnesota au second tour, ou alors on veut du star power et on espère que Denver aille nous faire une remontada. Alors, Yaya. il y a 2 choses. Si tu parles l'aspect terrain ou l'aspect hors terrain. L'aspect terrain, moi je pense que, bah, c'est celui si, Minnesota en prend un, let's go. Après, au tour suivant, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Hem, En revanche, effectivement, si on veut vraiment, des batailles de tranchées, ce serait mieux que Denver passe mais Denver a aussi des blessés et notamment un qui leur fait beaucoup, Ah oui. beaucoup de mal, c'est Aaron Gordon et moi, si tu veux, il y a juste un truc, c'est que, il y a une tendance que je vois beaucoup en NBA, c'est que quand tu as vraiment un très fort poste 5, tu peux défendre en poste 4 et Aaron Gordon va aller défendre plutôt Rudy Gobert et sur ce que j'ai vu. Après, il y a d'autres séries, c'est un peu pareil. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien les oppositions poste contre poste, et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse. Mais bon, voilà. Donc Donc, tu veux donc pour donc, moi, pour répondre à ta question, let's go Minnesota. ok. Toi, Ricardo, t'en penses Ouais. quoi du coup? Moi, je pense que c'est la réalité du terrain qui doit prévaloir. Si Minnesota passe Denver, tant mieux pour eux et on verra quelle opposition on aura après. Mais le fait d'hypothéquer le fait de se dire, peut-être que ça serait mieux si c'est Denver. Après, Denver, Murray il peut se faire le genou sur le premier match de la série d'après et on sera pas Bien plus sûr. avancé. Donc, et Bah, puis, voilà, Gordon ça va aussi. Gordon, c'est, encore une fois, c'est le mollet, hein et Ouais, c'est le c'était mollet. le cas l'année dernière. En saison régulière, il a été pas mal absent, Ah oui. Et puis ce sont peut-être les playoffs de Sunmo, hein. Quand tu vois le match qu'il fait, il est responsabilisé, le gars, il fait un match. Alors, ouais, on peut dire qu'il joue aussi sur l'énergie, qu'il joue sur le fait que ses potes sont blessés, qu'il a envie de se donner et ainsi de suite. On sait Ouais. que bon, quelquefois ça permet à des joueurs de se transcender ce type de situation. Mais enfin, honnêtement, quand tu vois le match qu'il fait, tu te dis que à la plage de Di Vincenzo, il perd peut-être pas au change. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que malgré la perte de ces 2 joueurs-là, ils ont continué à jouer de la même façon. C'est-à-dire que ils n'ont pas modifié leur façon de jouer. Ils ont continué de jouer exactement la même façon, de défendre de la même façon, d'attaquer de la même façon. Donc à voir. Mais non, moi, je pense que s'ils se qualifient, ils le méritent et c'est eux qu'on a envie de voir au tour d'après. Ouais. Et alors, dans les brackets, on était, je pense, assez peu nombreux. Faudrait que je revoie ce qu'on s'était mis nous en privé, mais à mettre. Peut-être toi, Yaya, t'as mis les Wolves passer? Non, 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 moi même je pensais pas. Tu vois. j'avais mis un 4-2. Mais oui, parce que Anthony Edwards était sur une jambe et regarde, il est sur le Baleine là, là, quoi. voilà, il a plus quoi. Et on va être honnête avec nos auditeurs et nos auditrices. Moi, j'avais mis Denver aller au bout, donc autant vous dire que dans mon Ah, bracket, je suis pas très, très bien orienté. oui, bon, j'avais dû mettre Denver aller loin aussi, hein, tu me diras. Bah, quoi que j'ai peut-être même mis champion, moi, Denver, tu vois. De mon souvenir, peut-être à vérifier, mais bon, on ira revoir ça. Mais bon, après, la série n'est pas terminée. Peut-être si, quand vous nous écouterez demain matin, parce que le prochain match, donc c'est dans la nuit de lundi à mardi, si je ne m'abuse. Donc, Oui, c'est ça. le match sera passé pour vous qui nous écoutez.
Est-ce que Denver va recoller au score ou est-ce que Minnesota va plier la série? Donc ça, vous le saurez bien avant nous. Tout va dépendre pour moi, pour Denver, tout va dépendre de Gordon. Ouais, Ouais. bah, moi j'ai sur quoi, moi, au moment où on tourne, mais bon bref, pour vous c'est pas intéressant, mais il est questionable. Mais bon bref, le match Ouais, il aura est eu lieu questionable, déjà, ouais. donc on va laisser passer ça et on verra la suite en tout cas pour cette série et pour ces deux équipes. On va enchaîner. Et Ricardo, je te laisse la main. On a fait un petit coup de cœur avec les Wolves, on va faire un coup de gueule maintenant et qui va être un peu croisé parce que moi du coup mon coup de cœur est en lien avec ton coup de gueule. Oui, bah, je me doute bien. Oui, moi, le coup de gueule, c'est Houston. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette franchise? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut se retrouver mené 3-1 contre les Lakers, avec une équipe des Lakers affaiblie comme elle l'est aujourd'hui, avec sans ces deux joueurs majeurs? Parce que, avec tout le respect que j'ai pour LeBron, avant les playoffs, LeBron, c'était quand même la troisième option des Lakers, et c'est ce qui faisait qu'on expliquait que les Lakers avaient vraiment une super équipe parce qu'ils pouvaient se permettre d'avoir LeBron en troisième option. Comment une équipe comme Houston peut proposer une euh, une bouillie de basket comme il propose actuellement? Il n'y a pas de structure dans cette équipe. Je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je pensais de d'Udoka sur différents pods, mais là c'est terrible. Et quand je vois qu'en conférence de presse, la seule excuse qu'il trouve, c'est de charger ses joueurs, et notamment de charger Sengun sur sa perte de balle sur le dernier quart-temps. Mais la série, elle se joue pas sur cette perte de balle. Elle se joue sur l'incapacité à Houston de mettre des paniers dans le cercle. Ça se joue sur l'incapacité de ses joueurs à jouer ensemble, et ça se joue sur la capacité du coach à proposer des solutions à ses joueurs. Et après, quand en plus tu as Kevin Durant qui joue une fois, qui joue pas la fois d'après, qui finalement revient mais repart, et voilà, il y a rien qui fonctionne dans cette franchise, et il y a rien qui peut tendre à l'optimisme, pardon, sur la suite du déroulement de cette match-up entre Houston et les Lakers. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver un moment, un point où je me dis: «Ouais, mais quand même, peut-être que ça peut éventuellement le faire». Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver un point d'accroche pour, me dire que Houston peut renverser la série. Genre, il change ses 5, il met Shepard, il retire, il remet, enfin, il y a aucune cohérence dans les choix qu'il peut faire, Udoka. Donc, très, très déçu de ce que Houston propose en play-off. Alors sur le dernier match, et Yannick, je te lance après dessus, mais donc il y a quand même les Rockets restent en vie avec cette victoire là. C'est au Toyota Center. 75 Je à sais pas si- 96. Ouais, je suis en train de chercher le nom de la salle. Je sais pas si c'est encore Ouais. le Toyota Center, mais bon bref, on s'en fiche. Ouais, 115-96. Il n'y a pas eu de match. Hein, les Rockets ont dominé. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Yaya. Je te lance dessus, mais il y avait un peu moi, tu vois, en allumant le replay ce matin, je me suis dit bon, sur le papier, les Lakers vont le perdre celui-là. Tu vois, tu mènes 3-0, tu joues le match 4 à l'extérieur. Je veux dire, tu as peut-être une sorte de décompression de la part de l'équipe qui mène 3-0 et à l'inverse, l'équipe qui est menée 0-3, qui joue potentiellement un sweep contre elle chez elle, elle va peut-être mettre toutes les tripes sur ce match-là pour ne pas se faire humilier et on verra la suite au match 5 et tout. Mais moi, ça m'étonne pas que les Rockets l'aient pris. Après, ça n'enlève pas, et je suis totalement d'accord avec Ricardo sur tout ce qu'il a dit. Et c'est pas parce que tu as pris un match que on doit mettre sous le balai, sous le tapis d'un coup de balai les trois matchs catastrophiques des Rockets dans le début de cette série. Oui, mais c'est à l'image de leur saison, c'est-à-dire que c'était les montagnes russes. Ils ont fait un très bon début de saison, ils ont eu un creux, ils sont revenus, ils ont re eu un creux. Hem, c'est une équipe qui manque de cohérence et qu'est-ce que tu veux faire? En fait, quand ton joueur qui stabilise est blessé toute la saison. Je l'ai déjà dit, les 120 de Blitz, une équipe blesse en tête. Donc et en fait, le stabilisateur, c'était Durant avec toutes les limitations dans le playmaking qu'il a parce que c'est peut-être un des plus grands finisseurs, ou joueurs d'isolation de toute la NBA. Histoire, hein, je parle de l'histoire, mais à côté de ça, quand il est pas là, ben ça se délite et tu vois, Sengun, c'est lui le grand perdant de la blessure de Van Vliet parce que, l'année dernière, il fait une énorme saison et beh, parce qu'il y a un meneur qui tient les systèmes et qui sait faire jouer là où ça fait mal.
Et c'est vraiment le problème pour moi de Houston. Après, la sortie médiatique de Udoka, elle est un peu, elle est très très limite. Je suis d'accord avec toi, Ricardo. Après, ça lui a donné raison puisqu'après ces joueurs ont répondu présent et il y a aussi ce match, même si le score a été fait, l'exclusion de DeAndre Ayton qui a pas fait du bien, donc ça fait un peu beaucoup pour les Lakers quand même. Moi, j'avais une question à vous poser, les gars, autour de Sengun. T'en as un petit peu parlé, Yannick, et je vais rebondir avec ce que vous avez dit tous les deux. Sengun, c'est un joueur avec énormément de talent, et il nous a montré de magnifiques choses. On parlait de Baby Jokic, machin, tous les surnoms que vous voulez. On a aussi dit qu'avec l'arrivée de Kevin Durant, le fit était pas des meilleurs. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On On est est d'accord d'accord. là-dessus. Kevin Durant est absent sur les 3/4 de la série. Ok. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu un Sengun game depuis le début de la série. Qui Donc, lui donne les ballons? Alors oui, non, moi, mais, je ouais, vais mais te poser la non, mais attends, je termine juste mon propos. Tu vois, moi, en fait, je me pose la question de, ok, il y a un problème à la main et on le sait depuis le début de la saison. C'est pas nouveau, c'est depuis Van Vliet, il est out depuis le début. Ok. Les Rockets n'ont pas fait ce qu'il fallait pour aller récupérer un mec. Ils ont joué sur Shepard, mais bon, Shepard, c'est un peu pile ou face, tu vois. Moi, je comprends pas quand même que Sengun, même s'il n'a pas un mec pour lui distribuer les ballons, c'est un bon manieur de ballon à la base. La raquette des Lakers, excusez-moi, c'est quand même pas, c'est pas la muraille de Chine ou c'est pas le mur de Berlin pour les plus anciens, ok? Donc, non, non, aucune dédicace pour aucun des membres du podcast. Donc, moi, je me pose la question quand même, messieurs, Il nous a pas parlé de pourquoi Maginot, il est Sengun, déjà sympa. ouais. pourquoi Sengun, en l'absence de KD sur les 3/4 de la série, je me répète, pourquoi on n'a toujours pas vu un énorme match de Sengun? Pourquoi? Alors moi, Alors, excuse-moi, pour moi, il y a 2 vas-y, choses. Premièrement, c'est que le match-up face à Ayton est très mauvais pour lui. Ça, c'est la première chose. Parce que, Ayton est un défenseur sous-coté, mais en post-up, il peut défendre. Et faut qu'il attaque en face-up, mais le problème, c'est que et en vitesse, le problème, c'est que le temps que la balle arrive, ça met trop de temps et après tu peux créer une défense collective. Ensuite, il est pas assez bien servi. Il est pas assez bien servi. Pour moi, c'est ça. moi, je pense que le problème que tu as soulevé, Chris, c'est que toute l'année, ils ont joué avec un système de jeu qui n'était pas le système de jeu qu'ils avaient l'année dernière, parce qu'ils ont intégré Durant. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de les voir en live cette année. Je n'ai pas reconnu l'équipe, j'ai pas reconnu l'équipe de Houston. Ça jouait, ça cherchait beaucoup à mettre Durant en isolation. La balle ne circulait pas. T'avais très très peu de balles qui arrivaient au poste pour Sengun. Donc ils ont joué toute la saison comme ça. Et à un moment, tu te réinventes pas en 2 matchs de playoff un système de jeu. Encore une fois, avec le coach qu'ils ont sur le banc, qui est vraiment pas un spécialiste pour mettre en place des systèmes d'attaque. Et donc, Van Vliet pas là, Durant sur le banc. Je veux dire, tu peux pas en l'espace de 2 matchs réinventer tous tes circuits de circulation de balles. En playoff, c'est pas possible. Donc, ils payent le fait de ne pas avoir travaillé suffisamment des systèmes pour lui parce que l'objectif c'était de mettre la balle chez KD dans les meilleures conditions possibles et parce qu'on a considéré que ça allait être le finisseur des actions de Houston cette année. Ouais, d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais encore une fois, je pense que tu es un peu dur avec Udoka. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est quand tu construis ton playbook en début d'année, qu'est-ce que tu fais en fait? Quand tu as un joueur comme Kevin Durant, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est parce Mmh. que est-ce que Udoka l'a choisi ou est-ce que c'était le coaching staff? Exactement. Et moi c'est ça en fait mon Par truc, contre, c'est ce que Udoka, il a quand même choisi, c'est de pas remplacer Van Vliet et de Ça, considérer que ça serait Thompson son meneur de jeu, hein. Et ça, il l'a dit, il l'a déclaré. Je pense pas qu'il l'ait fait avec un pistolet sous la tempe, hein. Genre, si tu regardes le Media Day en début d'année, il explique comment il va jouer avec Thompson en meneur de jeu et pourquoi c'est pas un problème. oui. Mais après, maintenant la NBA, en fait, il c'est tellement positionless que maintenant tu vois l'intérêt d'avoir un meneur. Mmh.
Alors juste pour Şengün, pour préciser, il nous fait un match 3 quand même à 33 points, 16 rebonds, 6 passes. Donc sur le Şengün game, il y a eu ça, il y a eu défaite, voilà. Mais C'est c'est dans une sur défaite, oui, c'est ça le Ouais, mais voilà. problème. Mais c'est dans une défaite, alors une défaite de 4 points, mais bon, bref, en Ouais, en prolongation. ouais. Mais, prolongation, mais Ouais, ouais. au-delà de ça, l'impact sur l'ensemble de la série, parce que Yaya, j'entends ce que tu veux sur DeAndre Ayton, mais merde, la raquette des Lakers, c'est quand même pas ça. Par contre, du coup, je vais non, mais enchaîner si vous. attends. J'avais une transition de malade, Yaya, là, t'as tout coupé. Ah, Non, il est mais relou. tu balances sous le bus le pauvre Ayton qui Oh, a un arrête. potentiel. Non, non, non. Moi, Ayton, je l'ai toujours dit, quand il est arrivé, j'étais assez sur le frein. Je me suis dit, si on retrouve du Ayton qui a pu être à l'image de ce qu'il avait montré à Phoenix lors des playoffs et de la finale, on prend tous les jours. Il nous avait montré qu'il avait fait des bonnes choses. Il nous a montré aussi au cours de saison que quand il en avait rien à faire, il en avait rien à faire, Ayton, et qu'il y a vraiment un côté, encore une fois, je reprends l'expression, pile ou Nonchalant. face avec lui. Moi, DeAndre Ayton, je resterai toujours vigilant vis-à-vis de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire et de la façon dont il va se comporter. Donc, c'est pour ça, moi, je reste sur le frein vis-à-vis de ce joueur-là. S'il peut être dans un bon mood, apporter des bonnes choses aux Lakers, on signe tous les jours, mais on n'est jamais à l'abri qu'il pète un câble, que les fils se touchent et qu'on retrouve le Ayton de Portland ou du mec qui voulait se barrer à la fin à Phoenix. OK. Du coup, j'ai plus ma transition, mais je vais quand même devoir enchaîner. Merci Yaya. Sur les Lakers, et moi, mon coup de cœur, du coup, c'est cette équipe des Lakers. Sans faire un quart d'heure dessus, mais quand on parlait des brackets tout à l'heure entre Minnesota et Denver, on disait que pour beaucoup, on voyait plutôt Denver, ou en tout cas une série qui pouvait être sur du 4-2, 4-3. Ça semble pas prendre le chemin, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette série Lakers-Rockets, au moment où on tourne, il y a 3-1. Mais surtout, je pense pas que beaucoup de brackets, celui de Ricardo, c'est sûr, n'avaient mis 3-0 pour les Lakers dans cette série. Il y a évidemment non plus. Mauvaise foi oblige, mais au-delà de cet aspect ironique, moi je voulais quand même saluer le travail déjà de JJ Redick, parce on a bien tapé sur Udoka tout à l'heure, mais il faut aussi saluer quand le coaching est bien réalisé et JJ Redick arrive à trouver les ajustements, arrive à faire jouer son équipe en l'absence, tu l'as dit Ricardo tout à l'heure, des deux joueurs majeurs, hein, parce que moi je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tu avais deux joueurs majeurs et que tu avais un numéro 3 avec LeBron James. LeBron James, 41 ans, qui continue. Alors, il fait peut-être pas il fait des très gros matchs d'un point de vue statistique, mais c'est plus le LeBron James à 40 points, tout ça, c'est plus ce qu'on lui demande. Il est d'une lecture de jeu avec un QI supérieur à même plus la moyenne, supérieure à tout ce que vous voulez. Je trouve que dans sa façon de gérer les matchs, il est incroyable. Dans la façon de driver l'équipe en général aussi, il est incroyable. Il a accepté déjà le fait au début de ne plus être l'option 1, voire 2, on en parlait tout à l'heure. Là, les deux premières options sont pas là. JJ Redick lui redonne plus de responsabilités ou LeBron les reprend parce que c'est son naturel. Et il le fait de façon très merveilleuse. Donc, moi, LeBron James, je vais pas en parler pendant un quart d'heure parce que vous savez toute l'admiration que j'ai pour lui, mais c'est une page de plus dans sa legacy, je trouve, à LeBron. Au-delà de ça, moi, c'est le reste de l'équipe que je voulais prendre quelques minutes pour parler et surtout avoir vos réactions, messieurs. Marcus Smart, Luke Kennard. Bon, en fait, on n'a pas besoin d'avoir Austin Reeves et d'avoir Luka Doncic, hein, quand on a un Luke Kennard et un Marcus Smart aussi performants. Surtout Kennard qui nous a fait des débuts de série incroyables en adresse extérieure. Rui Hachimura aussi qui est un petit peu sorti du bois. DeAndre Ayton quand il veut aussi. Euh, on a une équipe des Lakers quand même qui, je vais prendre une expression, c'est un peu des chiens de la casse, on a l'impression. C'est pas du tout flamboyant, c'est pas à l'image des Lakers, c'est pas à l'image du star system, des étoiles, de la Californie, de tout ça. Mais en fait, ça matche bien. Et du coup, en fait, contre ces Rockets qui ont énormément de problèmes, on en a parlé un tout petit peu dans les dernières minutes et on aurait pu prendre beaucoup plus de temps pour parler d'eux. Moi, je trouve quand même que Los Angeles montre un très beau visage. Euh, et franchement, ça fait plaisir de voir en fait que même une équipe diminuée avec l'absence de ces deux joueurs offensifs élites, arrive à proposer quand même du basket collectif, du basket huilé et du basket qui fait plaisir à voir. Ricardo. Oui, alors, je te rejoins sur beaucoup de choses. Je trouve que, le visage qu'ils nous présentent en play-off est complètement différent même de ce qu'on a pu voir des Lakers sur toute la saison régulière. Bien évidemment, parce que quand à un moment tu as Doncic, qui croque un ballon sur 2, sur toutes les attaques, c'est ton jeu il est un peu différent. Là, il y a un passing game qui est hyper intéressant. On a vu LeBron, finalement,
se, se, se recentrer sur un jeu de beaucoup plus de passeurs, euh, beaucoup plus de distributeurs, sans oublier de se servir quand il fallait, mais en prenant sa sélection de shoot à LeBron sur cette série de playoffs est assez impressionnante. Après, tu me diras, il a toute l'expérience qu'il faut, mais avec l'âge, on sait que déjà physiquement quand même, ça devient de plus en plus Ouais. compliqué, et on sait qu'il faut être quand même au top physique pour justement avoir la bonne lecture de jeu, et il faut avoir suffisamment d'oxygène dans le cerveau pour pouvoir réfléchir. Et là-dessus, il est bluffant. Tu l'as dit, Marcus Smart. Alors moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'ai longtemps trouvé sous-estimé jusqu'à ce qu'il lui donne le titre de défenseur de l'année. Mais c'est un joueur que tu es content d'avoir dans un collectif, qui bouge des trous, qui est vocal, qui sait placer les joueurs, qui sait les replacer, qui est capable de dire à LeBron qu'il faut qu'il se décale en défense, et LeBron, il obéit parce qu'il sait que ce que lui dit Smart, c'est ce qu'il faut faire. Donc il y a une espèce de confiance entre eux. Je suis d'accord avec toi sur le fait que aussi que ils ont retrouvé une sorte d'esprit collectif qu'ils avaient peut-être pas, et je pense que c'est normal, parce que quand tu joues aux Lakers et que tu as Lucas, tu temps en temps, tu as peut-être un peu la tentation de le regarder jouer et de voir ce qu'il va faire, ce que ça va donner. Là, ils sont tous concernés, ils sont tous concentrés, et ils font plaisir à voir. Et bon, tu sais très bien ce que moi je pense de LeBron. Hein. Pour moi, c'est le deuxième plus grand joueur de basket all time. Mais il faut dire que voilà, il confirme son statut, et que ça restera un très très grand joueur de de la NBA. C'est un scoreur, c'est un passeur, c'est un rebondeur exceptionnel, d'une longévité extraordinaire. Et ce qu'il fait sur ces playoffs, je trouve, va encore améliorer sa legacy. Mmh. Yaya? Oui, 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 je suis d'accord sur beaucoup de choses. Il y a une chose sur laquelle pas en revanche, je suis pas du tout d'accord avec toi, Chris, c'est quand tu parles, du, star system. Oui, du côté des Lakers, il y a toujours eu des stars, mais il y a toujours eu des role players XXL qui, dopaient, qui mettaient en valeur les stars. Quand tu parles de la bulle, sans Rajon Rondo, ils gagnent pas. Si tu reviens encore plus avant, tu avais des Derek Fisher, tu avais des Robert Horry, des Rick Fox, dans le free pit, des années, et encore avant, tu avais Et James le père de Worthy. Stone. Alors moi, je le considérais comme une star, James Worthy, mais tu vois, c'était le trio Magic avec Kareem Abdul-Jabbar, tu vois, tous les 3, c'était vraiment le star system. Et tu vois, Big Shot, le titre de 88, il est MVP parce qu'il sort un méga triple double au match 7 contre les Pistons. Donc voilà, là on retrouve les Lakers avec une construction, effectivement, où il y a des stars, mais surtout il y a des role players qui savent exactement ce qu'ils font et qui restent à leur place. Et là aujourd'hui, comme les stars sont pas là, ben c'est des grands joueurs, donc forcément ils vont arriver, ils vont amener ça. Donc Luke Kennard, faut pas oublier que c'était un 10e choix de draft de mémoire. Euh, voilà, Rui Oui, mais Hachimura. ouais, non, mais attends. Vous en aviez parlé, t'en avais très bien parlé, Luke Kennard, et moi j'étais le premier à t'avoir félicité, Yaya, d'avoir mis le focus sur lui avant les playoffs. Une fois ça dit, on peut quand même pas s'attendre à un début de premier tour à ce point-là de Luke Kennard. Tout à l'heure, on parlait d'Ayo Dosunmu qui nous a claqué 43 points. Tu sais, il y a le fameux mec, le role player, qui va te sortir Oui. le match de sa vie ou le match de playoff. Le facteur X d'un match. Là, Luke Kennard, il est facteur X depuis le début de la série quasiment. Alors moi, il y a juste une chose. Sauf le dernier où il est revenu un peu plus dans Oui, ses standards. Mais voilà. Comme les Et Lakers. ouais. ouais, voilà. Mais en fait, je vais quand même revenir sur ce que j'ai dit plusieurs fois dans ce pod. C'est que tu prends du premier au 15e joueur, ils sont tous, si tu leur donnes les ballons, ils sont tous capables de faire ça. Tous. C'est juste une question d'opportunité. Ils sont tellement forts, les gars. Mais, mais en fait, on se rend même pas compte à quel point ils sont forts. C'est-à-dire que même le plus mauvais des joueurs, tu lui donnes tous les ballons, tous les systèmes, il va être capable de te caler 40 points à chaque match. Le seul truc, c'est qu'il faut respecter la hiérarchie et qu'il rentre dans la case que le coach lui a demandé. Donc là, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables. Effectivement, de là à faire un 5 sur 5 à 3 points à tous les matchs, non. Mais ils sont tous capables
à mon avis, en NBA, de claquer des au moins 25 points tous les matchs si on lui donne les ballons. C'est une question d'opportunité. Après, tu les prends pas. Mais ces gars-là, si tu es dans la rotation d'une équipe NBA, ça veut dire que tu es dans vraiment le gratin du gratin. C'est une élite. On n'a même pas idée à quel point c'est une élite, ces gars-là. Donc Oui, moi, oui, ça me non, surprend. mais je suis d'accord avec toi, mais après voilà, il faut quand même, repréciser, que voilà, un mec comme Kennard, là, il fait une série incroyable. On verra comment va se passer la suite de la série parce que, bah, c'est vers là que je voulais vous emmener messieurs. Donc on est à 3-1 pour les Lakers. On retourne du coup à Los Angeles. Quid de KD? Quid d'Austin Reeves aussi? Parce que ça fait 2 matchs là où on entend un peu à droite à gauche, mais surtout quid de Kevin Durant? Et quid de cette série? Vous en pensez quoi? Est-ce que les Rockets peuvent encore essayer d'aller arracher un match et de jouer à leur survie chez eux à Houston, ou alors la messe est dite et les Lakers vont faire le boulot à domicile? Vas-y, Allez-y. Ricardo. Moi, je pense que si Kevin Durant ne joue effectivement pas, je pense que Houston peut aller le chercher aux Lakers Oh, ok. et revenir à Houston pour un match 6. Et là, dans ces cas-là, tu verrais quoi? Tu verrais genre un retour de Kevin Durant et ça va en 7. Bah écoute, j'aurais tendance à me dire que cette série, pour le plaisir de voir jouer les Lakers un peu plus longtemps, pourrait aller en 7, que ça me déplairait pas. La tragédie serait bien retour de Reeves ou éventuellement même retour de Doncic sur le match 7, qu'on ait un peu de suspense, un peu de showtime. Voilà, ça pourrait être intéressant. Mais si j'essaye d'être un peu plus rationnel, je pense qu'il y a 3 opportunités pour les Lakers d'en prendre un Ouais. et ils vont en prendre un des 3. Ricardo ne veut vraiment pas des Lakers qui se qualifient, donc tu vas pousser la dramaturgie au maximum pour avoir tes Rockets qui passent quand même. J'ai bien compris. Yaya, toi, t'en penses quoi? Dramaturgie XXL aussi ou plus réalité Ah non, ordinaire et historique? moi je pense que ils vont se qualifier dès le prochain match pour aller se prendre un sweep face à OKC. Ça, c'est un autre débat, ça. Mais ok, ici, il va leur manquer le lieutenant quand même de chez Gijus, hein. Oui, Ouais. enfin, non, mais au bout d'un moment, enfin, Bah, non, mais là, c'est mes étoiles Los Angelesiennes, ça ne se dit pas, mais qui parlent, tu vois, dans les yeux, tu vois. Angelinos, c'est un Ah, Angelinos. ouais, voilà, c'est ça. Je me dis, tu vois, C'est un retour de, c'est un homme de paillettes, Chris, c'est pour ça. voilà, c'est ça, un Oui, mais retour de pourtant il s'appelle pas Doncic. Kevin. Ah non, non, c'est vrai. On va enchaîner. Alors, sur la suite des playoffs, on reprendra le temps, évidemment, dans d'autres podcasts, d'aborder d'autres séries. Là, on voulait juste faire un petit coup de gueule, pardon, sur la 2 séries en particulier. On aurait pu aborder d'autres matchs, mais on aura l'occasion de le Oui. faire, évidemment, dans d'autres podcasts. On va quand même juste revenir un petit peu sur ce qui nous a marqué aussi sur cette saison régulière, et c'est les awards là qui sont en train de tomber là sur avec la NBA officiellement. Ça, c'est toujours le calendrier catastrophique de la NBA de proposer les récompenses des awards durant les tours de playoffs alors que tout le monde n'en a rien à faire. Mais bon, c'est la NBA, c'est comme ça. Donc on va prendre quand même quelques minutes, nous, pour en parler, pour donner quelques noms qui nous ont semblé importants. Peut-être pas les noms qui ont été élus ou qui vont être élus par en tout cas, les journalistes ou par le panel de journalistes qui votent pour cette année, mais en tout cas des noms qui pour nous ont marqué et sur lesquels on voulait prendre quelques minutes pour aborder ça. Et on va commencer avec, tiens, avec toi, Ricardo. Et toi, tu voulais nous parler des jeunes et du rookie de l'année en particulier. Oui, je fais un petit focus sur le rookie de l'année et je ne vais pas vous parler de Cooper Flag parce que pour moi, le titre de rookie de l'année, il doit aller à Knonopol, donc qui est ancien joueur de UConn, qui est un shooter extraordinaire, qui a explosé tous les records de la NBA en termes de shoot, en termes de volume de shoot à 3 points notamment. C'est un joueur qui a pris 273 shoots à 3 points sur son année rookie et qui en a quand même mis 40, plus de 42% sur quasiment donc un volume de quasiment 8 tentatives par match. Il est c'est un joueur intelligent. C'est pas que un shooter, c'est un joueur qui a une bonne lecture de jeu.
C'est un joueur qui est capable d'aller au drive aussi. C'est un joueur qui, je pense, a vraiment participé au bon parcours de Charlotte. Il se trouve super bien avec Lamelo quand ils sont tous les deux sur le terrain. Et quand ils sont les trois, Ball, Knoppel ils ont un différentiel qui est de plus 17 quand ils sont ensemble sur le terrain. Et lui, il a un différentiel présence-absence de quasiment plus 4 points à chaque fois quand il est sur le terrain. Donc c'est vraiment un rookie qui apporte. Quand tu le vois faire cette saison-là, à aucun moment tu penses que ce gamin c'est sa première année en NBA. Tant il fait preuve d'assurance, tant il fait preuve d'autorité dans ses shoots. Il a une gestuelle qui est super. Pour ceux qui aiment ce genre de joueur, il a une façon de poser les appuis qui ressemble un peu à Klay Thompson Prime, avec les appuis assez larges, hyper équilibrés, hyper puissant sur le bas du corps. Et puis après, sa mécanique est exceptionnelle, c'est-à-dire que son bras ne bouge pas. Il est capable de shooter vite. Alors c'est pas un attrapé shooté comme par exemple peut faire Batum, parce que c'est quelqu'un qui est capable de se créer son shoot aussi sur un dribble de décalage. Mais c'est un pur shooter, c'est un super joueur. Il donne pas sa part en défense, même si on dira pas que c'est sa qualité principale, mais en tout cas, c'est pas un joueur que tu es obligé de cacher en défense. Il fait sa part du job. Donc pour moi, c'est vraiment la belle surprise de l'année, parce que quand il a été drafté, personne ne pensait que ça pouvait être le rookie de l'année. Et pour moi, il a fait preuve d'une constance. Il a été là quasiment à tous les matchs, parce que comme disait un entraîneur, la principale qualité qu'on demande à un joueur, c'est d'être sur le terrain à tous les matchs. Lui, il a été là très très souvent, toujours présent, avec une participation au jeu offensif de Charlotte prépondérante. Donc voilà pourquoi c'est mon rookie de l'année. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y avait un côté tout droit dès le début de saison pour Cooper Flag. Et les débuts de Flag à Dallas ont été compliqués. La saison de Dallas en l'ensemble n'a pas été folle, mais en tout cas, il a eu des débuts compliqués, un démarrage peut-être un peu plus poussif. Et c'est vrai que Knuppel, il a montré une vraie constance pendant toute la saison, on va dire les choses. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au plus-minus, par rapport au plus-minus, quand tu prends même le 5 de départ global des Hornets, je me rappelle quand on avait fait le conseil de classe et qu'on avait parlé des Hornets plus tôt dans la saison, j'avais ressorti cette stat-là. Quand tu prends le 5, donc Ball, Knuppel, Diabaté, Miller, le numéro 0 de l'équipe, en fait, tu as un plus-minus qui est un des meilleurs de NBA. Donc, il y a vraiment ce côté où il a su tout de suite se fondre dans ce collectif-là, dans une équipe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, lui, il s'est tout de suite greffé à ça. Et la preuve, il fait partie des joueurs qui ont plus de minutes du côté de Charlotte. Toi, Yaya, est-ce que c'est un choix qui te surprend de la part de Ricardo de mettre Knuppel comme étant son rookie de l'année, ou alors tu t'es pas loin de penser pareil? Ah, je suis pas loin de penser pareil, moi. Moi, je pense pareil. Alors Cooper Flag, le truc, c'est qu'il a le fait d'être le numéro 1 de la draft précédente, donc il a toute cette hype autour de lui. Mais après, il y en a un qui va en playoff et l'autre qui est à Cancun. Donc pour moi, c'est vite vu. Hein. Pour moi, c'est Knuppel. Je voulais juste En play-in. oui, Ouais, play-in, oui, oui. play-in. Oui, play-in. Mais c'est déjà alors pour cette équipe de Charlotte qui tracte une caravane, qui est, Lamelo Ball, excuse-moi, c'est un exploit. Tant que avec Lamelo Ball, à part l'envoyer, je sais pas moi, mais au fin fond de la nationale 3, je sais pas où Il dans s'est quel bled. amélioré, la Melo Ball, Yaya. Il fait moins de trucs flashy, réseaux sociaux, tout ça. C'est pas Mais parfait pourquoi encore, mais c'est mieux quand même. mais pourquoi c'est mieux? Parce que tu as Knuppel qui prend des ballons et puis voilà. Donc c'est juste ça, mais voilà, pour moi c'est ça. Après, il y a juste un joueur que j'aurais, mentionné. On aurait pu dire une mention honorable dans la moi j'aurais aimé, qu'il fasse, toute la saison, c'est Maxime Reynaud, le Ouais, français et tu vois, il fait quand même une saison 12 points et demi quoi ouais, et mais il fait heu pas toute la et saison, c'est ça le truc aussi, tu vois. ouais voilà, mais après, tu vois, il a eu une opportunité, il l'a saisie. C'est Parce que, clair. Damontas Sabonis était pas là, voilà et il était du côté du Grand Rex, ce dimanche Hier. soir, Ouais. voilà et donc voilà, je voulais juste, le mettre en avant et voilà.
Donc c'est toujours Ok. Et si je peux me permettre, Chris, juste, j'ai un petit coup de cœur. Bon, c'est sa première partie de la saison le plombe un peu, mais sur la deuxième partie de saison, Dylan Harper, c'est Ah assez oui. exceptionnel Ah ce ouais. qu'il a proposé. Et lui, en plus, on le voit en play-off et on voit qu'en play-off, il continue à performer. Donc, super année aussi. C'est une belle année sur les rookies, hein. Moi, il y avait un que j'avais tout de suite, sur lequel j'ai tout de suite accroché. Après, la saison était compliquée pour son équipe. Vijay Chkomb. Je me Oui, rappelle d'un de ses très fort premiers joueur matchs aussi. où le mec, c'est peut-être même le premier match qu'il a joué. J'avais dû regarder parce que j'étais vraiment très curieux de cette équipe des Sixers en début de saison. Et il avait, je crois que c'est dans les premiers ou le premier, il avait claqué tout de suite. Il avait montré toute son agressivité au cercle, tout son panel offensif. Il prend des trois, il va écraser des tomards, il va au drive, il n'hésite pas, il a une bonne lecture de jeu. Bon, après Ouais. la saison des Sixers, voilà. Mais Oui, et puis il a pris un petit rookie wall, lui, ouais, à un moment dans la oui, saison où ça a ah été oui, un petit peu plus compliqué. il a bien mangé le rookie wall, ouais. oui, voilà. Donc c'est plus une Puis après, mention qu'autre chose, mais il a été mieux scouté aussi, hein. Ouais, ouais. Il y a le bien fait sûr. d'avoir été scouté. Parce que c'est ça, en fait, on oublie que les joueurs, alors OK, ils passent tous dans les combines, enfin faire les workouts avec tout le monde, toutes les coutures, donc ils savent toutes les habitudes des joueurs. Mais après en match, il y a d'autres choses. Non, non, mais voilà, c'était la petite mention. Mais je pense qu'on est tous les trois raccord. À vous de nous dire aussi, auditeurs, auditrices du podcast, si Con Knuppel est votre rookie de l'année NBA. Le trophée a pas été décerné, hein, si je ne m'abuse. Non, Non, non. ça va être là, Non, ça va non. pas tarder là. Oh, ça va pas tarder, c'est ça. Bah Yannick, tiens, on te laisse la main. Quelle est ta sélection de trophées et qui est ton lauréat surtout? Alors moi, c'est le coach of the year, j'ai pris le coach of the year. On sait tous que ça va être, Mazzulla. Pour moi, ça l'est pas, pour moi, c'est Mitch Johnson. 62 victoires, 20 défaites, 4e offensive rating, 3e defensive rating, 2e net rating. Enfin voilà quoi. N'en jetez plus. La coupe est pleine, comme dirait mon ami Seb sur le podcast Tailgate. Tailgate qu'on salue. Euh, et voilà. Non, non, mais lui, en fait, moi, je m'attendais à ce que les Spurs fassent une bonne saison avec l'arrivée, avec une saison complète de Victor Wembanyama. Je pensais que voilà, ils allaient cruiser tranquillement vers les playoffs, mais pas aussi tranquillement et pas finir deuxième de la conférence et faire une saison à plus de 60 victoires. 62-20. C'est une équipe qui a piqué, qui était au maximum top 4 sur les 3 dernières saisons. Ça veut dire qu'il était au fond de la cave. Alors avec un peu de chance à la draft, mais c'est quand même quelque chose, faut dire ce qui est d'exceptionnel. Ils étaient loin, ils ont pas été en playoff depuis 2019. Ça faisait donc 6 ans, 7 ans même. Moi, là-dessus, je suis bluffé par ça. Alors OK, ils ont des joueurs. D'ailleurs, cet effectif, fait a déjà 2 trophées, le trophée du meilleur 6e homme avec Keldon Johnson et le trophée de, Defensive Player of the Year avec notre ami Victor Wembanyama. Hem, Moi, je suis bluffé, par la saison des Spurs. Alors, je suis un peu déçu des autres. Denver, je suis déçu. Minnesota, je suis déçu. Mais eux, ils ont mis le tampon sur la saison et ils ont dit voilà, maintenant c'est nous pour plusieurs années, un peu à l'image de ce qu'avait fait OKC il y a quelques années. Donc moi pour moi c'est lui et je trouve que c'est lui qui a alors certes il a du matos, mais qui a fait la meilleure progression à cheval sur 2 saisons. Hmm. Ok. Toi, Ricardo, t'en penses quoi du choix de Yaya d'élire Mitch Johnson pour son coach de l'année? Je pense que Mazzulla va l'avoir et je peux argumenter rapidement un peu là-dessus. Mais sur Johnson, je suis d'accord, il fait une saison vraiment top. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est sa capacité à faire jouer l'équipe quand Victor n'est pas sur le terrain. Hmm. Et ça, quand tu as un joueur aussi dominant que Victor, tu peux avoir tendance à reposer tout ton jeu sur ta star. Lui, il est conscient que physiquement, Victor, il peut y avoir des moments où il ne sera pas sur le terrain. Et sa capacité à construire son effectif pour qu'il puisse jouer quasiment de la même façon quand Victor n'est pas sur le terrain avec un gros. Alors évidemment, qui n'est pas aussi bon, mais
qui ne te détruit pas ta façon de jouer, en tout cas pour les joueurs qui sont autour. Je trouve ça intelligent. Et après, la manière dont il donne la balle aux joueurs qui doivent l'avoir dans les mains. Et je vais revenir sur le match qu'ils prennent contre Portland où Victor ne joue pas. Le mec qui a la balle, c'est le gamin qui a 20 ans et c'est lui qui a la balle et c'est lui qui les ramène et c'est lui qui laisse sur le terrain. Il sort Vassell et il laisse Harper sur le terrain avec Fox et avec Kessel. Castle et il joue avec les trois petits, il prend des décisions, il s'adapte. Je trouve il fait une belle saison et il confirme en play-off tout le bien qu'on pensait de lui. Ok. Mais tu vois, alors moi je vais pas. Attends, ouais, je vais te Ouais, relancer après, t'inquiète pas. Mais juste ouais. moi sur Mitch Johnson et juste rebondir sur ce que tu disais, ce que je trouve peut-être une des plus grandes qualités de Mitch Johnson et en tout cas de la saison des Spurs dans la globalité, c'est leur capacité. C'est un peu ce que tu as dit aussi à jouer sans Victor, alors quand il n'est pas sur le terrain, mais quand aussi il est absent carrément du match. Il y a Oui, eu des moments où, voilà, c'était peut-être ça que tu voulais dire aussi, mais en tout cas, moi, je rajoute cette petite cerise sur le gâteau où on sait que Victor a été encore absent cette saison et les Spurs n'ont pas du tout démérité, bien au contraire, et ont montré du très beau basket, différent, mais un basket bien plaisant. Et voilà, moi, c'était juste le petit truc que je voulais préciser. Donc, moi, je suis raccord avec Yaya. Je mettrais bien mon lauréat pour Mitch Johnson. Mais toi, du coup, Ricardo, tu avais un autre nom que tu voulais aborder rapidement. ouais, non, mais je trouve que Mazzulla fait aussi une saison incroyable. Je veux dire, qui aurait pensé que Boston serait deuxième de la conférence Est en début de saison quand ils ont perdu Tatum. Moi, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est sa façon dont il a réussi à modifier le style de jeu de Boston en regardant, je pense, un peu ce qui s'est fait à côté. Il a un peu plus axé son jeu sur la présence au rebond offensif, essayer d'être un peu plus présent, d'avoir un peu de deuxième ballon, que le jeu soit un tout petit peu moins. Alors maintenant, Tatum est revenu, donc on est reparti sur la tactique qui est quand même de jouer beaucoup au large et de beaucoup de shoot à l'extérieur. Mais en tout cas, tant que Tatum était pas revenu, il avait quand même réussi à insuffler un système de jeu un tout petit peu différent. C'est un coach qui n'hésite pas à prendre des décisions. Moi, je me rappelle, je sais plus, ça devait être contre Indiana ou les Celtics, je sais pas, ils sont à -20 à la mi-temps. Ces titulaires, ils sont catastrophiques. Il vire tout le monde, il met les 5 remplaçants et ça remonte et ils vont chercher le match comme ça et en faisant voir en ayant vraiment une attitude sur le banc, en faisant voir aux titulaires: «Voilà l'agressivité que j'attends de vous quand vous êtes sur le terrain». Enfin, je Mm. je je trouve que c'est un coach qui prend des décisions, qui sait, manager ses équipes, qui sait en tirer le maximum donc je serais pas étonné que ça soit lui qui ait le titre cette année. Et Ouais, puis ouais, je cette pense. année, il fait une bonne saison avec, tu vu les joueurs qu'on lui enlève? Bah Jrue ouais. Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford, Et il arrive à Tatum. sortir, et il sort des mecs du bois. Oui, et Tatum, évidemment. Oui, mais Tatum, Yannick va pas le dire. C'est dans son contrat. Mais Tatum Ouais, c'est dans il est son contrat. revenu enfin et mais après, Tatum, c'est un joueur Parlez de pas des trop de Boston, les gars. Parlez pas trop de Boston, les gars. J'arrive derrière. ah OK, d'accord, allez, J'arrive vas-y. derrière, mais oui. Donc voilà, Mitch je te Johnson, le coach pour Yaya, Knuppel, le rookie pour Ricardo, et moi du coup je vais partir sur le trophée du MVP. J'ai pas envie de vous parler de Luka, oui non pas du tout, vous parler de Luka Doncic, de Nikola Jokic, de Shai Gilgeous-Alexander, moi j'ai envie de vous parler de Jalen Brown. C'est compliqué parce que c'est un joueur des Boston Celtics, mais quand même, rappelle-toi Yaya, si tu as la mémoire assez longue, quand nous avions fait des previews en tout début de saison, on avait fait une preview conférence Ouest, une sorte de tier list, rappelle-toi. oui, Et quand on avait fait l'Est, moi j'avais parlé d'un joueur en particulier, d'un joueur que je voulais suivre avec très grand intérêt. C'était Jalen Brown, parce qu'on savait que Jason Tatum était absent. On n'imaginait pas que Jason Tatum allait revenir cette saison. Et ouais. donc, on s'était projeté en se disant, eh ben, Jalen Brown, avec tout ce que vous avez dit, on t'a enlevé des joueurs. Là, on t'a enlevé ton leader, ton coéquipier, ton bis, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. On t'a enlevé un très gros joueur. Donc là, maintenant, c'est toi qui as les rênes du camion. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Est-ce que ton équipe va tanker? Est-ce que ton équipe va quand même être à l'image de ce qu'est Boston dans l'histoire de l'NBA, c'est-à-dire une équipe quand même qui se bat tout le temps, qui montre quand même qu'elle a, elle a une histoire, elle a quelque chose. Et ben en fait Jalen Brown il a performé il a performé toute la saison, il a fait 71 matchs le coco, donc c'est quand même plutôt pas mal. 28,7 points de moyenne, 5 un tout petit peu plus de 5 passes, quasiment 7 rebonds. On est comment au niveau des interceptions? Une petite interception et même un peu moins de 4 ballons perdus, mais au-delà des stats, moi c'est son impact, c'est vraiment tout ce qu'il a montré.
il a pris cette équipe hop sur les épaules et on prend le wagon et on est parti et on va montrer en fait que malgré une conférence Est qui oui on peut en discuter et pas non plus la plus ronflante de l'histoire, et Boston a montré que même en enlevant Jason Tatum, en fait, tu pouvais être une équipe qui allait être au sommet de cette conférence Est. Il termine deuxième, mais c'est en très grande partie grâce à Jaylen Brown. Moi, je l'attendais au tournant. Je le voyais pas comme étant un joueur qui allait dire bon ok, il manque Tatum, donc on va tanker cette année. Je les voyais pas non plus comme très peu être aussi haut classé, mais je trouve en fait que dans la définition là du most valuable player, Jaylen Brown porte vraiment bien le nom, je trouve, parce qu'il a vraiment été le leader de cette équipe-là. Et même quand Tatum est revenu en cours de saison, il s'est pas remis en arrière. On sait qu'il a une personnalité particulière, Jaylen Brown, mais moi je trouve qu'il a été exemplaire sur toute cette saison régulière et aussi là dans les playoffs, même si le schéma est différent, et que bon l'adversité du premier tour on passera. Moi franchement pour la surprise qu'est cette saison de Boston et pour surtout voilà le travail pas dans l'ombre parce qu'il a quand même été dans la lumière, mais le travail régulier en saison régulière de Jaylen Brown. Moi, je lui remets mon trophée de MVP. Je sais qu'il sera pas du tout MVP. Il sera peut-être même pas top 5 MVP, mais en tout cas, c'est mon parti pris de le mettre Most Valuable Player de la saison NBA. Tiens, Yannick. Ah ben moi je suis entièrement d'accord. Pour moi c'est le joueur, le go-to guy et des Celtics et après moi je me suis pris la tête je sais pas combien de fois avec notre fan des Celtics qui se voile la face. Mais là si l'on le loquait aussi cher pour autant d'années, c'est pas pour rien. C'est vraiment le gars qui c'est lui qui est MVP des finales quand il gagne. C'est pas pour rien. Le gars, il sait monter son niveau de jeu quand il faut et dans les moments forts, c'est lui qui est là et qui va mettre le panier, qui va casser la dynamique de l'adversaire, qui va mettre la tête sous l'eau de l'adversaire et qui joue juste. Donc qu'il soit cité dans les MVP potentiels, ça ne me dérange absolument pas. Et s'il est autre chose que NBA All NBA First Team, c'est du vol. Tiens, Ricardo, sur Jaylen Brown. Un petit peu. Ah ouais, sur Jaylen Brown, je suis d'accord avec vous. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur. Alors, moi, j'aime bien aussi toutes ses prises de position hors basket. Sa façon de pas vouloir entrer dans le système, sa façon de dénoncer le poids de Nike que Nike peut avoir sur la NBA, dans les décisions notamment sur les trophées et les prises de position qu'il a. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Par contre, moi aujourd'hui, je vois pas comment ils peuvent pas donner le titre à Shai. Je pense que c'est pour moi le meilleur joueur de la saison. Si on parle d'un joueur qui porte son équipe, je pense que Shai représente vraiment ça. C'est-à-dire qu'il porte OKC, même s'il y a des bons joueurs autour, bah c'est quand même lui qui porte la franchise. Et si vous regardez, et je vous encourage à aller voir les stats de Shai depuis 4 ans, on n'a jamais vu des lignes de stats comme ça individuelles pour un joueur en termes de trophées ou en termes de lignes de stats depuis Michael Jordan. Le mec, il est à un niveau de stats jordanesque. Quand vous regardez ce qu'il est en train de faire là depuis 3-4 saisons, il est à un niveau exceptionnel et je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Alors oui, effectivement, il va chercher pas mal de ses points sur la ligne, mais bon, tous les grands joueurs sont allés chercher des points sur la ligne et c'est aussi une qualité de savoir faire ça, d'être capable d'aller chercher des points sur la ligne. Et puis les lancers francs, il faut les mettre. Hein. Tu les as, mais il faut les mettre. Et ça fait partie aussi des qualités qu'il faut avoir. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que Brown fait une super saison. Mais pour moi, le joueur qui doit être élu MVP de la saison, c'est Shai Gilgeous. Chez SGA, il a surtout remis un truc, c'est dans le 1 contre 1, passer l'épaule, mettre son épaule devant pour aller chercher c'est un vrai geste technique de 1 contre 1 et qu'on voyait plus avant, mais qu'on n'a pas vu pendant très très longtemps. Mais en face-up, c'est-à-dire face au cercle et entre les changements de rythme et ça, cette capacité avec son centre de gravité bas, aller passer son épaule derrière le dos de l'adversaire, c'est fini. Une fois qu'il a passé son épaule, c'est fini. Tu peux plus le revoir, ou alors tu fais faute.
Et c'est pour ça qu'il a autant de lancers francs. C'est cette capacité à faire ça qui est vraiment même pas élite, ce qui est au-delà d'élite. Et je suis d'accord avec toi. Pour revenir au MVP, moi je suis assez d'accord avec toi. Malgré tout, je garde un petit truc pour Jokic qui a encore fait de saison en triple-double et c'est compliqué. Il a banalisé ça, tu vois. On avait déjà banalisé avec Russell Westbrook et on banalise avec lui aussi. Donc c'est un pivot. Alors, on sait que le calcul des passes décisives avec la NBA, hein, c'est un peu aléatoire. Mais Ah, quand même. j'ai une petite question pour vous, messieurs. Ah, vas-y. Vous construisez une franchise, vous partez de zéro, vous construisez une franchise, vous pouvez aller chercher qui vous voulez, vous prenez Brown ou vous prenez SGA pour construire votre franchise? Alors, avant de te répondre, Ricardo, je trouve que ça, c'est un exercice intéressant à faire, hein, potentiellement, de devoir construire Ouais. une équipe et de voir quel joueur à réfléchir, tiens. Ah, attends, J'ai- je vais essayer de répondre. Tu prends Pour quoi, moi, Shai Gilgeous ou Jalen Brown? Tu mets que ces Ouais. deux jeux? bah, Oui, oui, c'est bah, dans la discussion qu'on avait là. Oui, ok, oui, bien sûr. alors le problème, tu vois, c'est qu'il y en a un, il l'a fait et l'autre, il est arrivé dans une équipe qui tournait déjà. Oui, mais là, toi, dans ton projet, tu vois, t'es GM, t'as ton projet. Ah, je vais quand même te dire chez Juice, mais en fait, moi, j'ai juste voulu mettre Brown là parce que je sais très bien qu'il sera même pas top 5, les gars. Si, top Mais 5, il y sera, je non. pense. Non, je pense Avec qu'il y sera. ah oui, avec les histoires de 65 matchs pour Ouais, Cunningham, tout ça, ouais, c'est vrai, ouais. en effet, pardon. Mais en tout cas, voilà, il sera pas podium. Mais moi, c'était juste le côté, la narration de Boston, en fait, cette saison. Et c'est vrai que le côté ligne statistique, j'entends tout ce que tu dis, Ricardo, et je ne rejette pas tout ce que tu dis. Mais en fait, du coup, si on prend tes lignes statistiques de chez Gijus, en fait, on peut prendre les lignes statistiques de Nikola Jokic. Et après, tu sais, c'est le côté, pardon, mais qui est la plus grosse, en fait. Tu vois? Oui, Alors que là, moi, je voulais juste saluer, on coupera ça, le travail et en fait toute l'abnégation de ce joueur-là avec une saison qu'on attendait bien sûr. Non, au non, bas mais de la conférence Est. Mais après, et j'entends. c'est bien. Et c'est vachement bien que tu l'aies mis en avant parce que je trouve ça bien. Il fait une super saison et au contraire, je trouve ça même intéressant qu'on le valorise et qu'on souligne toute la superbe saison qu'il fait. Voilà, je Mais voulais pour juste répondre à ta question, moi, un peu de respect sur Shai. voilà, je prends quand même le Canadien juste dans le sens de ta question, par quand même sur le Canadien. Mais Mmh. et toi, Yaya? Il a prouvé qu'il était capable de le faire, donc chez aussi. Même Ok. si un poste 3 comme ça. Ah Et oui, Bah en tout cas, oui, la question après, non, tu nous as mis deux plats quand même avec un bon goût, tu vois. exactement. Mais je sais, c'était ça. vous êtes des fins gourmets, c'est pour ça que je vous ai mis C'est ça, des plats du avec des cordon bons bleu. goûts. Exactement. Exactement. Bon, bah voilà, donc c'était nos petits trophées à nous. Vous êtes d'accord ou non? En tout cas, ça peut être source de débat. Mais on voulait faire rapidement un petit point sur ça, alors que du coup, la NBA va décerner tout ça dans les jours à venir. En tout cas, pour les trophées, les gros trophées, les premiers sont déjà tombés. Yannick, t'en parlais tout à l'heure. On est bon pour l'émission, messieurs. Merci Yaya, merci Ricardo pour la présence et pour ce podcast. Avec Bah, merci à plaisir. toi, Chris. Eh ben oui, donc Yaya, on va se retrouver la semaine prochaine, normalement, pour un nouveau podcast NBA. Ouais. Ricardo, on va se retrouver dans la semaine, un petit peu plus tard cette semaine, mais alors avec un épisode WNBA. Si vous aimez la WNBA et si vous voulez suivre la saison 2026, il va falloir écouter le prochain épisode. Ah oui, ça c'est clair. On va essayer de vous donner très, très envie de suivre cette saison qui s'annonce superbe. Bon, on a déjà, j'espère, donné envie aux gens de suivre la WNBA déjà depuis 2 ans. Là, avec tout le travail qu'on fait sur l'amont de cette troisième saison, mais là, on a un très gros épisode qui arrive Oui, et puis dès le on a milieu. une saison qui arrive avec plein de Françaises, avec, 2 nouvelles franchises, avec un C'est ça. nouveau CBA. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses qui fait qu'on doit encore plus s'intéresser à la WNBA, dès maintenant. Exactement. Prochain épisode, donc, ce sera la WNBA un petit peu plus tard dans la semaine. Vous avez le temps d'aller réécouter. Bah, le dernier qu'on a fait, tiens, c'est le Focus 100% bleu. Très bon épisode avec toi, avec Tom aussi qu'on salue, Avec Tom, ouais, où on a fait avec Tom un Pastor gros conjoint. focus. C'est ça, sur toutes les Françaises qui vont fouler les parquets WNBA et il y a du talent à ne plus quoi savoir en faire, hein, j'ai envie de vous dire. Merci messieurs, merci à vous surtout pour l'écoute jusqu'à la fin. On se retrouve donc très vite dans la semaine pour la WNBA et dans une semaine pour la NBA. Bonne journée à vous. Ciao! Ciao.